Et on va parler d'un autre régime autoritaire, il s'agit de la Biélorussie. Merci Sacha Filipenko d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes écrivain et un des seuls Biélorusses à être traduit à l'étranger. Vous êtes aujourd'hui en exil pour avoir contesté le pouvoir de l'autocrate Alexandre Loukachenko et vous publiez chez Noir et Blanc Un fils perdu, l'histoire d'un jeune homme de 16 ans qui tombe dans le coma et se réveille 10 ans plus tard, constatant que rien n'a changé dans son pays. Ce livre, est-ce que c'était un appel à vos compatriotes pour faire changer les choses, Votre personnage, Francesc, explique à un moment qu'il veut quitter le pays, que d'un coma médical, il ne veut pas vivre une vie qui serait, elle aussi, un prolongement de ce coma. D'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Je crois que je voulais faire, au moment où j'écrivais ce roman, je voulais faire une photo de mon époque et la raconter peut-être non pas à notre génération qui comprend peut-être tout, mais à la génération suivante, raconter comment on devenait les ex-fils de notre patrie, de nos familles. On m'a dit souvent que ce livre est prophétique et je crois qu'en Biélorussie, ce n'est pas difficile d'écrire des livres prophétiques parce que rien ne change. Alors vous avez publié ce livre en 2014, 4 ans auparavant, des milliers de Biélorusses avaient malgré tout contesté les élections présidentielles avec des centaines d'arrestations derrière. Vous imaginiez justement à l'époque qu'en 2010, ce type de révolte pouvait avoir lieu ? Non, je participais aux protestations de 2010 et de 2020 et je me rappelle qu'en 2010, quand on descendait dans les rues avec nos amis, on descendait pour ne pas devenir fou parce qu'on comprenait qu'encore un petit peu, et tu comprendras à croire toi-même dans la propagande qui entoure. Et en 2020, toute la Biélorussie est descendue dans la rue. C'était la bataille contre tout un peuple, contre la police et contre l'armée qui ont donc prêté allégeance à Loukachenko. Et bien sûr qu'en 2010, on pouvait espérer, on pouvait en rêver, mais on ne pouvait pas s'imaginer ce qui se passerait en 2020. Et justement, l'année dernière, c'est vrai, a eu lieu la révolution de pantoufles, comme on appelle cette révolution qui a fait vaciller Alexandre Loukachenko. Pourtant, il est toujours au pouvoir et vous et d'autres opposants êtes en exil. On pense bien sûr à Svetlana Tikhanovskaya, qui était la candidate de l'opposition. Qu'est-ce qui a manqué pour faire chuter ce pouvoir ? Malheureusement, nous avons un voisin qui s'appelle la Russie et il est important de comprendre qu'on ne combat pas seulement Loukachenko, mais aussi cette Russie énorme qui le soutient. Et quand on dit que c'était une protestation, une révolution de pantoufles, il faut comprendre qu'aucun Biélorusse ne possède d'armes comme les Lituaniens ou les Suisses qui peuvent garder des armes de service. Donc tout simplement, on n'avait pas d'armes et donc quand vous dites de façon un peu condescendante que c'était donc une manifestation paisible, tout d'abord, effectivement, on voulait que ce soit paisible, mais c'était aussi parce qu'on n'avait pas possibilité de faire autrement. Et donc, on comprenait que donc si Loukachenko garde le pouvoir, il finira par payer son tribut à Poutine, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'était pas du tout une façon de décrire la chose de manière condescendante. Je voudrais revenir sur votre livre, quand vous parlez donc avec votre personnage de Francisque, là, on sent qu'il a une espèce de compte à régler avec la génération précédente, celle de ses parents, qui a laissé faire, en fait, qui a laissé s'installer ce régime. C'est vrai, ça, ou pas ? C'est une question difficile. Disons, quand je descendais dans les rues avec une grande affiche, une pancarte, ma grand-mère qui a vécu toute sa vie en Biélorussie, elle me demandait de ne pas aller manifester, ou si je vais manifester alors donc sans affiche, ou si j'ai allé avec une pancarte alors qu'elle comporte un autre texte. Malheureusement, c'est une crainte qui se transmet de génération en génération, et il me semble que nos parents et nos grands-parents, c'était surtout des générations qui survivaient dans le pays, tandis que nous, on essaie déjà de vivre et on voudrait rompre cette chaîne de la peur qui se transmet de génération en génération, et je ne voudrais pas que ce soit mon fils qui soit obligé de rompre cette chaîne. Donc il ne s'agit pas de régler des comptes, mais plutôt de résoudre des problèmes. Il y a beaucoup de vous aussi dans ce livre, j'ai l'impression, et notamment aussi de cette grand-mère tout à fait fabuleuse
qui va rester et se battre justement pour que son petit-fils ne soit pas débranché alors qu'il est dans le coma. Il va se réveiller le jour où on lui apprend qu'elle est morte en fait. Et on a l'impression que c'est un éveil à la vie et une volonté aussi de s'en sortir absolument. Et vous avez eu aussi, vous, un déclic comme ça. Vous en parliez tout à l'heure, ne pas tomber dans la propagande, ne pas croire à ce qui était dit à la télévision. Est-ce que pour vous aussi, il y a eu quelque chose, un moment qui a fait que vous avez dit je vais écrire par exemple, pour que le réel soit bien là, écrit noir sur blanc? Je crois que je voulais effectivement montrer ce qui se passe dans notre pays. D'un côté, je ne crois pas vraiment donc dans la force de la littérature. On se souvient des tirages de 10 millions de Solzhenitsyn et on voit bien où se retrouve la Russie aujourd'hui. Mais j'espère quand même que certaines personnes peuvent écouter certains auteurs. Je voulais rassembler ce fragment, rassembler ces raisons, faire un dictionnaire de raisons pour lesquelles les Biélorusses quittent leur pays. Nous voyons 400 000 personnes qui ont quitté le pays après 2020. C'était des fils de leur patrie qui voudraient revenir. Donc d'un côté, c'est une tentative de fixer ce qui se passe et de notre côté, c'est aussi la volonté de montrer ce qui se passera. Par exemple, dans un des épisodes, vous voyez les enfants qui jouent à la dispersion de la manifestation et à l'époque, mes amis me disaient que non, c'était pas possible et aujourd'hui, donc nous voyons des vidéos, plein de vidéos sur YouTube qui montrent les enfants jouer à la dispersion de la manif et donc on voit que c'est bien possible. Merci Sacha Filipenko d'avoir été avec nous. Vous publiez donc Un fils perdu aux éditions Noir sur Blanc. Je rappelle aussi que vous vous mobilisez beaucoup sur l'Ukraine. Vous avez écrit il y a quelques semaines, les Ukrainiens sont fatigués. Nous devons les remplacer sur le terrain. Nous devons absolument faire et accomplir tout ce que nous demande l'Ukraine parce que le jour où l'Ukraine perdra, eh bien, tout le monde perdra. C'était il y a un mois. Merci d'avoir été avec nous.